on a un État importé. Et cet État importé a fait que on a hérité également d'une langue, la langue française, d'un système également, Ouais, dans le système. voilà, d'une administration occidentale qui ne colle pas forcément à nos réalités, à nos attentes, à nos besoins, à notre vision sociologique. C'est là qu'on a loupé le coche. Maintenant, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on va tout arrêter maintenant ou est-ce qu'on va reprendre tout arrêter, repartir sur de nouvelles bases et mettre de côté tout ça? Je ne crois pas. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sal aka Serigne Modou Sal. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'est avec un grand honneur que je reçois aujourd'hui sur le cercle mon cher Abdullah Faye, qui est chargé de concertation, conseil de développement, commission des usagers et projet de renouvellement urbain à Grand Chambéry, consultant en politique publique avec Cap Conseil, co-auteur du livre L'audace de s'engager et fondateur du ONG dénommé Focus, Forum des citoyens et usagers, qui intervient auprès des citoyens sénégalais pour les sensibiliser sur les enjeux de la participation citoyenne, de la transparence et de la bonne gouvernance. Abdallah, merci beaucoup et bienvenue au cercle. Merci beaucoup, cher ami. Merci de cette brillante présentation. Je pense que vous avez en tout cas très bien synthétisé qui est Abdallah Faye. Vous m'avez très bien présenté. Moi, ça me convient parfaitement. Je suis ravi d'être avec vous ce soir dans votre émission. Merci beaucoup, le plaisir est pour moi. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de vous, de vos origines et de votre parcours, de manière succincte, bien sûr? Alors, oui, on va rajouter quelques éléments historiques à ce que vous avez Historique, dit. oui. On va d'abord connaître le personnage avant d'entrer dans le vif du sujet. Voilà, tout à fait. Donc, comme vous avez dit, hein, donc, Abdallah Faye, j'ai 32 ans. Je suis sénégalais, hein, naturalisé français dernièrement. Je suis arrivé en France en 2016 dans le cadre d'études, donc j'ai poursuivi mes études moi au Sénégal hein, jusqu'en licence. Donc j'ai fait une licence en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est suite à cela que j'ai voyagé. Donc je suis arrivé en France pour poursuivre mes études. Toujours dans le cadre de la science politique, donc j'ai fait un master sciences politiques spécialisé en conduite et évaluation des politiques publiques à l'université de Paris 13, Ultanoz. Par la suite, j'ai fait un deuxième master à l'université de Versailles, toujours sciences politiques, mais axé cette fois sur tout ce qui est communication politique et action publique. Et j'ai pu effectivement avoir un certain nombre d'expériences, hein, surtout notamment en collectivité territoriale. Donc, je travaille dans les collectivités, ça peut être en commune ou ça peut être dans ce qu'on appelle les EPCI ou tout simplement les agglomérations, quoi. Donc, j'ai commencé par la métropole européenne de Lille, ensuite à la mairie de Chambéry, puis à la mairie de Creil. Et effectivement, actuellement, je suis à l'agglomération donc de Grand Chambéry. Je suis sur des missions effectivement de concertation, de participation citoyenne. Présentement, par exemple, je suis rattaché au cabinet du président de l'agglomération et j'interviens, comme vous venez de le dire, sur la coordination du conseil de développement, qui est une instance de démocratie participative. Je coordonne tout ce qui est mise en place et organisation de la commission des usagers, ce qu'on appelle encore la commission consultative des services publics locaux. On aura peut-être l'occasion de détailler Ouais, ouais, ouais. être important pour nos collectivités au Sénégal et également sur d'autres projets de renouvellement urbain qui nécessitent l'implication active des citoyens, notamment des quartiers prioritaires de l'agglomération de Grand-Chambéry. Et en dehors de mes activités professionnelles, effectivement, je suis cofondateur d'une ONG de mes Focus,
effectivement, Focus, qui signifie le Forum des citoyens et des usagers qu'on a créé en 2019. Et je précise, hein, rien à voir avec Focus 2024, parce que j'ai tendance à recevoir ce genre de remarques dernièrement. C'est parce que quand j'ai cherché Focus, je suis tombé sur cette page aussi. Ben voilà, donc rien à voir avec ça. Je pense qu'on existait avant Focus 2024. Nous travaillons globalement au sein de cette structure à sensibiliser les populations sénégalaises, notamment les populations analphabètes, entre guillemets, hein, parce que le terme peut laisser à désirer, voilà. Et les populations rurales, notamment les jeunes et les femmes, qui, pour nous, sont en marge de l'action publique et méconnaissent finalement tout ce fonctionnement de l'administration, voilà, de l'État et du rôle des autorités politico-administratives. Donc, nous organisons des temps d'échange, de discussion, de sensibilisation avec ces populations pour les impliquer finalement dans la vie publique, dans la vie politique, et les pousser finalement à prendre part à l'action publique, à se sentir concernés, à se sentir citoyens, à participer activement. Donc, et puis, nous avons défini 3 thématiques. La première, c'est tout ce qui est effectivement démocratie et participation citoyenne. Et de là découle finalement une prise de conscience qui va obliger à être exigeant vis-à-vis de l'action publique. Donc, ce qui nous ramène à la deuxième thématique, transparence et bonne gouvernance. Et puis, à un enjeu aujourd'hui majeur et mondial qui est le développement durable. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'étaler sur ça. Ouais. Globalement, je pense avoir fait le tour de qui est Abdallah Faye. Ouais, non, c'est super intéressant. Franchement, c'est un parcours exceptionnel et je vous félicite et je vous encourage. Je pense que vous avez parcouru un chemin assez long et incroyable pour un jeune comme vous. Maintenant, dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a un mot qui revenait et qui m'a beaucoup interpellé, c'est le mot concertation. Je pense que la concertation renvoie ou implique plusieurs choses, que ce soit la considération de l'autre, la prise en compte des différentes opinions, des idées des uns et des autres, et surtout la réconciliation. Et si je vois bien ce qui se passe par exemple actuellement en Afrique de l'Ouest, que ce soit le coup d'État au Mali, Burkina et Guinée et récemment Niger, en tant que quelqu'un qui travaille dans la réconciliation, dans la concertation et dans le service de participation citoyenne, est-ce que sur quel outil de concertation on pourrait se baser, par exemple, pour un petit peu essayer de fédérer et essayer d'expliquer ce qui se passe en ce moment en Afrique de l'Ouest en termes de révolution, en termes de changement? Alors, déjà, pour revenir sur le sujet, je pense que la principale différence entre l'Afrique et la France sur ce sujet, ou je dirais même les pays développés hein, sur ce sujet, c'est que le cadre de concertation, il est légal, il est institutionnalisé. Ok, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent dans la loi française qui obligent les administrations, les politiques à mettre en place des dispositifs de concertation. Ils ne peuvent pas s'y déroger. ok, C'est consacré par la loi et à travers cette loi, il y a des instances qui sont créées. Moi, j'interviens aujourd'hui au niveau local, mais il y a également de la concertation au niveau national. Aujourd'hui, en France, au niveau national, notamment ce qu'on appelle la CNDP, la Commission nationale du débat public, organise tout ce qui est concertation sur des sujets, en tout cas sur des projets ayant un impact national. Et cette commission, elle peut être saisie par des citoyens, par des élus, par des associations. Et finalement, cette commission évalue l'opportunité ou pas de mettre en place une stratégie, une démarche de concertation autour de ce projet, ok. notamment à travers l'organisation de commissions départementales de concertation, voilà, ou de débat public. Hmm. Donc ça, c'est au niveau national. Ouais. On l'a vu également, parce que à côté de la concertation qui est institutionnalisée et qui rentre dans le cadre de la démocratie participative, il y a ce qu'on appelle aussi la concertation volontariste, hein, c'est-à-dire que tout simplement, les élus
les autorités politiques sentent le besoin de mettre en place des concertations. Sauf que ce n'est pas forcément des concertations politiques comme on peut les voir au Sénégal. Ouais, ouais, ouais. On l'a vu dans le cadre, par exemple, des Gilets jaunes. Le président de la République, chez Emmanuel Macron, avait exhorté les collectivités à mettre en place ce qu'on appelle le grand débat. Ok. Le grand débat national. Ils ont défini des thématiques sur lesquelles les habitants pouvaient travailler, intervenir et soumettre des idées, des avis. L'ensemble des avis vont être étudiés et puis finalement, de là découlent des décisions politiques. Et le sens de cette démarche, c'est que ça donne une certaine... Ça valorise finalement le rôle du citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle du citoyen ne se limite plus à aller introduire son enveloppe. Ouais, son bulletin de vote et puis repartir. Non. C'est-à-dire qu'au-delà de ce choix, le citoyen peut continuer à superviser, à alerter, à parler, à donner son avis, à contribuer dans la façon de gérer la cité, ce qui est la politique, hein, pas autre chose. Donc, du coup, au niveau local également, au niveau des collectivités, il y a des instances qui existent et qui obligent les élus à mettre en place également des concertations, notamment le conseil de développement qui est obligatoire dans certaines collectivités à partir d'un certain seuil de population. Les conseils citoyens, également obligatoires dans tous les quartiers politiques de la ville, obligés. Les comités de quartier, volontaires, qui sont une démarche volontariste, mais qui, dans certains cas, peuvent être obligatoires, ainsi de suite. Ce qui fait que tout au long du mandat électoral, les politiques ne peuvent pas se dire, OK, bon, de toute façon, moi, je gère tout seul. Non. Ils sont presque... Et puis, même au-delà de ça, les enquêtes publiques, voilà, vraiment des démarches de concertation qui sont institutionnalisées, prévues par la loi et auxquelles les autorités politiques ne peuvent pas déroger. Ouais, qui sont appliqués aussi avec rigueur. Aussi appliquées avec rigueur. Là, par exemple, on a parlé tout à l'heure de la commission des usagers. C'est pareil, ce qu'on appelle encore la commission consultative des services publics locaux. L'exemple que je vais vous donner là, c'est un exemple patent. Il y a un mois, au niveau de l'agglomération de Grand-Chambéry, le contrat de prestation alors c'est un succursale de la SNCF, ça s'appelle Synchro, qui gère tout ce qui est mobilité, transport sur le territoire de Grand-Chambéry. Ok. Et du coup, on arrive à la fin de leur contrat d'exploitation. Le contrat doit être renouvelé. Ils ont l'obligation de venir présenter les résultats à un collectif d'habitants, d'associatifs, d'élus, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, il faut d'abord valider le bilan. Et puis, puisque le contrat arrive à son terme, on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'on va continuer à faire, parce que c'est dans le cadre d'une délégation de services publics, donc on a délégué cette mission mobilité et transport à une entreprise privée, est-ce qu'on va rester déjà sur ce format de délégation de services publics ou bien on va changer de format? Il fallait obligatoirement statuer sur cette question-là, sans quoi on ne pouvait pas tout de suite renouveler le contrat directement. Ouais. Et si toutefois, et puis on procède à un vote, hein, c'est-à-dire tous les membres de cette commission présents devraient procéder à un vote. Il suffisait d'avoir tout simplement un vote négatif à la majorité pour que cette délégation de services publics ne soit pas renouvelée. Et à ce moment-là, on va trouver un autre mode de gestion. Ça peut être la création d'une régie ou tout simplement obliger l'agglomération à reprendre cette mission de transport et de mobilité. C'est un exemple patent que je donne. Et là, on voit finalement la force des habitants, des associations dans la vie locale. Ouais. Et leur degré d'implication, leur niveau d'implication par rapport à tout ce qui se fait sur le territoire, ce qui n'est malheureusement pas le cas chez nous. Ouais. En fait, c'est ça. Donc, c'est ça ce que je voulais dire en quelque sorte. Parce que dans vos propos, vous avez parlé d'abord que la concertation est institutionnalisée en France. Les acteurs qui sont les parties prenantes connaissent leur rôle. Il y a un contrôle et suivi, évaluation qui est fait pendant
durant et après, non, je veux dire avant, pendant et après exécution sur presque toute la chaîne de valeur, ce qui n'est pas le cas automatique chez nous. Par exemple, au Sénégal, chez nous, moi j'ai l'impression qu'on parle plus de dialogue que de concertation. À chaque fois qu'il y a un problème politique, on appelle à un dialogue national qui n'a rien à voir d'une concertation. En même temps, dans le cadre de vos missions, vous avez parlé un petit peu du développement durable et je pense que vous connaissez ça mieux que moi, que dans le cadre du développement durable, on parle souvent des études d'impact environnementaux. Et dans les études d'impact environnementaux, on fait des consultations publiques pour voir si le projet est viable ou pas, quels sont les voisins, les riverains qui sont impactés, et on met en place un plan de gestion environnementale et sociale pour les indemniser, pour les recaser, pour les prendre en charge. Donc, en Afrique, moi j'ai l'impression que, surtout ce qui se passe actuellement, il y a une révolution qui se passe chez nous en Afrique de l'Ouest et qu'il y a une partie de la population qui est partie prenante, qui est en fait en accord complet avec cette révolution. Il y a une autre partie institutionnelle comme la CEDEAO qui essaye de modérer et de limiter les dégâts. Mais concrètement, il n'y a pas de concertation. Chacun essaie de montrer aux autres pourquoi je suis le leader. Comment on peut en fait, parce que toi, ce que vous avez parlé tout à l'heure, c'était plutôt dans le cadre optimal de fonctionnement, ça devait se passer ainsi. Nous savons tous qu'on n'est pas dans un cadre optimal de fonctionnement. Donc, dans un cas de crise exceptionnelle, comment on peut passer à une concertation inclusive ou bien comment on peut retrouver le bout du tunnel en quelque sorte? Alors, moi, je pense que pour mettre, en tout cas, comme vous dites, hein, retrouver le bout du tunnel dans ce cadre régional, ça va être compliqué. Si on devrait parler de démarche, de dialogue, de concertation, de reconstruction, voilà, non, non. Pour moi, ça va être compliqué, tout simplement parce que on a déjà beaucoup de difficultés à faire valoir ça au niveau national, Ouais, déjà au niveau local, en plus au niveau national, puis au niveau communautaire, donc au niveau africain. Donc, ça va être hyper compliqué. Et je pense qu'on a loupé le coche dès le départ. C'est que, et ça, je le dis toujours, et je suis convaincu qu'en fait, c'est là le nœud, l'obstacle. En vrai, c'est là. C'est-à-dire que, comme disait Bertrand Badi, on a un État importé. Et cet État importé a fait que on a hérité également d'une langue, la langue française, d'un système également, ouais, d'un système. voilà, d'une administration occidentale qui ne colle pas forcément à nos réalités, à nos attentes, à nos besoins, à notre vision sociologique. C'est là qu'on a loupé le coche. Maintenant, la question, c'est de se dire, est-ce qu'on va tout arrêter maintenant ou est-ce qu'on va reprendre tout arrêter, repartir sur de nouvelles bases et mettre de côté tout ça? Je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on devrait faire, c'est trier finalement ce qu'on garde et ce qu'on ne veut pas garder. Et qu'est-ce qu'on intègre finalement pour se mettre en cohérence au mieux par rapport à nos réalités sociétales. Ok. Et pourtant, cette notion de dialogue, de concertation, mais elle existait hein, dans nos sociétés traditionnelles. Ouais. Quand on dit l'arbre à palabre, c'était ça. Ouais, les chefs de quartier, c'était pour ça. Les imams aussi. Tout à fait. Quand il fallait prendre une décision, on se réunissait sur l'arbre à palabre, on discutait, on s'échangeait. Bon, après, même s'il y avait des biais, hein, parce que les femmes étaient exclues. Ouais, je suis d'accord. Mais au moins, il y avait cette démarche de dialogue, de concertation pour trouver un consensus, ainsi de suite, pour la vie du quartier, la vie de la cité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on gagnerait à valoriser le rôle de nos citoyens. Mais tant qu'on a ce système administratif, cette langue française, parce que il y a un exemple que j'aime bien donner, moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, par exemple, je prends l'exemple du Sénégal. Ouais. Après, quand je discute de ça avec mes collègues, ils me disent que même la France, on a besoin de ça. Même en France, on a besoin de ça. Okay. Mais restons sur le cas sénégalais. Okay. On se rend, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une commune, ou je sais pas, d'une commune comme Ndol Ndol, que Fofana aime bien.
Ok. mon ami fort. Bokar aime bien, quoi. Ok. Tu vois, Ndondol, par exemple, aujourd'hui, quand les choses ne marchent pas au niveau local, on dira, oui, mais c'est le président. Ouais. En fait, on ne sait pas finalement qui fait quoi. Quels sont les rôles, les limites en cas de la fonction de président, de maire, de ministre, de député. On va voir des gens qui vont participer aux élections sans pour autant savoir pourquoi ils votent. On va voir des gens qui vont participer aux élections sans pour autant savoir comment on va décompter finalement les voix, Les suffrages. les suffrages. Ils vont aller voter sans pour autant comprendre qui est-ce qu'on choisit. Un député, un maire. Finalement, mais le jeu, il est biaisé depuis le départ. Parce que tant qu'on n'a pas des citoyens avisés qui comprennent et qui agissent en connaissance de cause, mais les choses ne vont jamais bouger. Parce qu'on aura chaque fois derrière des hommes politiques, des leaders, qui viendront leur dire, un candidat aux élections législatives, par exemple, qui viendra leur dire, votez pour moi, je vais vous construire une route, quoi. Sachant que Ouais. c'est pas de son rôle. Ouais, ouais, ouais. Et dans le cadre de Focus, de notre ONG Focus, c'est ce que nous essayons de faire, en fait. D'aller à la rencontre des gens, de leur expliquer, de les sensibiliser sur ces questions-là. Et pour l'anecdote, en 2022, nous avons mis en place un projet qui s'intitulait Tanne ce député, donc choisir son représentant parlementaire. Ouais. Donc, on avait fait des séances de simulation de vote sur l'espace public. Et je me rappelle quand on était à Rufisque, parce qu'on l'avait fait à Rufisque, en collaboration avec le Centre d'État civil, je tombe sur un marchand ambulant. Je discute avec lui, parce que l'idée, c'était d'interpeller les passants et leur proposer de venir participer à cette simulation de vote. Et pour tout au long, leur expliquer c'est quoi le vote, c'est quoi l'importance, et que leur rappeler que finalement, ce sont les citoyens eux-mêmes qui détiennent le pouvoir, c'est eux qui choisissent. Voilà, ce n'est pas les hommes politiques, parce que c'est eux qui ont le premier mot. Ouais. Tout ça, voilà, leur expliquer en même temps le processus de vote, et ainsi de suite. Et du coup, je prends le temps de discuter avec ce commerçant, ce marchand ambulant qui me dit, ah non, mais moi, j'ai déjà voté aux élections législatives, hein, je sais c'est quoi le rôle d'un député. Je dis, ok, dites-moi, c'est quoi le rôle d'un député? Supposément Et- voté. non, mais il me dit, oui, non, mais en fait, lui, c'est lui qui défend la population. Je dis, OK, oui, c'est bien, mais il le défend comment? Oui, mais parce qu'il me dit, oui, mais à l'Assemblée, il prend la parole, il plaide la cause. Je dis, OK, tout ça, c'est juste ici, c'est bien. Mais je dis, est-ce que ça se limite à ça? Aujourd'hui, vous n'êtes pas député, vous pouvez faire la même chose. Ouais. Faire le tour des radios, des télés. Moi, je pourrais le faire. On n'a pas forcément la même légitimité. Pareil, OK, je suis d'accord, mais est-ce que ça se limite à ça? Et là, du coup, dans la discussion, je lui fais savoir que oui, mais est-ce que tu connais la loi? Il me dit oui, je dis, ben, en fait, c'est le député, ce sont les députés qui votent les lois. Et je lui explique ce système de majorité, et ainsi de suite. Je lui explique que finalement, ce sont les députés qui votent les budgets Ouais. au ministère, que ce sont les députés qui contrôlent l'action du gouvernement, qui évaluent, et ainsi de suite. Et là, il me dit, ah, ok, d'accord, je n'avais pas compris comme ça. Donc finalement, on a des bribes d'informations sur des sujets comme ça, ou pas du tout. Et finalement, on ne maîtrise rien du tout, mais le jour du vote, on y va quand même voter. Mais je pense que ce serait bien quand même qu'on parvienne à avoir une population bien conscientisée qui comprend les enjeux. Mais ça, on ne peut pas l'avoir tant qu'on a ce système-là. Ouais. On n'a pas l'éducation obligatoire jusqu'à un certain âge pour comprendre ne serait-ce que les programmes politiques et le contenu des textes de loi. Ouais. Mm. Parce que tout est écrit en français, tout est dit en français. Limite, les hommes politiques, quand ils battent campagne, ils vont utiliser un bon français et puis on va dire, ah, lui, c'est le bon candidat. Il parle tellement bien la langue. C'est pas normal. Donc, c'est des choses comme ça. C'est pourquoi je dis on a loupé le coche dès le départ. Et tant que ce problème n'est pas réglé au niveau des citoyens, que ce soit au niveau local, national ou international, on ne parviendra jamais à parler d'une seule voix, à se comprendre finalement. Sans compter, finalement, l'intervention des pays comme la France, et là dernièrement de la Russie, et des Asiatiques, qui vont venir aussi rentrer dans le jeu. Voilà, là, ça va être encore plus compliqué. Et ce qui est désolant et ce que je retiens aussi de ce que vous avez dit, c'est que la notion de norme, quoi, on n'a pas la notion de norme parce que même vous savez ça mieux que moi que dans le cadre
Dans tous les secteurs, par exemple, on a des normes mises en place qui ont pour but d'harmoniser les pratiques et de parler un langage commun. Que ce soit dans le secteur automobile, on a les normes IATF qui régulent en fait les équipements d'origine, les fournisseurs, les prestations de services. Dans le cadre du management, on a des normes ISO qui régulent comment gérer les entreprises, comment satisfaire des clients. Donc, dans le but, afin d'atteindre ou d'avoir une vision commune, il faut forcément parler un langage commun. Et les normes, les réglementations servent exactement à ça. Ça permet de réguler, d'assainir et surtout d'harmoniser. Et je pense que ce qui se passe chez nous, c'est que d'habitude, on n'a pas de normes claires et spécifiques. On a des lois et des réglementations vagues et que les gens, sachant que, comme vous avez dit tout à l'heure, que la majeure partie de la population est analphabète, qui veut rien dire, parce que ça ne veut pas dire forcément qu'on est bête. C'est pas parce qu'on n'a pas fait les banques qu'on est bête. Je connais des baols plus intelligents que des docteurs. Mais c'est juste qu'il y a ce gap de conscience et de maîtrise, en fait, du monde politique et de la vie politique qui fait que la majeure partie des gens, moi aussi j'étais coupable, hein. J'avoue que avant je ne m'intéressais pas du tout à la politique. Mais au fur et à mesure, vous vous rendez compte que ce sont les politiques qui déterminent votre cadre de vie, votre qualité de vie. C'est clairement ça, quoi. C'est les lois qu'on vote qui vont finir par impacter votre qualité de vie, qui créent des inflations, des crises, tout ce qui se passe en fait. Et ce qui me désole, c'est que je vois par exemple un pays comme Mali ou Burkina changer de maître, en fait, passer de la France en Russie. Mais au moins, pourquoi changer de maître, quoi? Vraiment, c'est déshabiller Jean pour habiller Paul. Ouais, c'est ça, quoi. Moi, ça, je comprends pas. Au moins, débarrasse-toi du maître complètement, mais je comprends pas comment vous pouvez changer de maître, quoi. Pour revenir sur ce que vous venez de dire, en fait, c'est qu'effectivement, soit tu fais de la politique, soit la politique te fait. On n'échappe pas à la politique. Et puis, pour moi, politique ne veut pas dire forcément militer dans un parti politique, hein. Là, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de carte de membre d'un parti politique. Jusqu'ici, je n'ai milité que dans un parti politique dont je tairai le nom, voilà. Mais je n'ai plus envie de m'engager en politique pour un parti et ainsi de suite. Je reste un analyste, j'observe, j'analyse, je fais mes propres choses, je discute de la politique parce que je sais que on ne peut pas se soustraire à ça. Les lois qui sont votées vont s'appliquer aux citoyens. Toutes les décisions politiques prises vont s'appliquer aux citoyens. Et quel que soit le type de décision, hein, ça peut être dans le cadre des politiques sociales, ça peut être dans le cadre des politiques, même un exemple, même dans le cadre du foncier. Là, tu achètes un terrain au Sénégal, tu veux construire, mais les décisions sont prises, c'est des décisions politiques. Ouais, ouais. On peut pas, on n'échappe pas à tout ça. Mais ça, il faut arriver à le faire comprendre aux populations. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'entends certains me dire, ah non, moi je suis apolitique, non, mais la politique, ok, on peut ne pas apprécier la façon dont. J'étais coupable, hein. Moi, c'est ce que je faisais avant. Mais j'ai changé récemment, mais bon. C'est une erreur, en fait, que de dire. C'est une grosse erreur. Voilà, c'est une grosse erreur que de dire ça. Et c'est là que finalement, certains vont profiter de cette situation pour s'ériger en leader, soi-disant, parce qu'ils savent manier la langue. Et puis là, au quartier, ils vont commencer à faire le gros dos, et ainsi de suite. Je suis un leader politique. On a combien de leaders politiques au Sénégal aujourd'hui? Et ce qui est désolant aujourd'hui, c'est que les choses sont en train de prendre une tournure extraordinaire, c'est-à-dire que même ceux qui, qui s'intéressent, en fait, qui n'ont pas fait d'études, qui ne comprennent pas tout ça, ils s'engagent en politique, mais en ignorant pourquoi. Pour eux, la politique, c'est insulter, c'est crier, c'est jeter l'anathème sur l'autre, c'est la violence. Et ça m'a vraiment désolé la dernière fois quand une amie, hein, quelqu'un que je connais bien, m'a dit, ah bah, toi, ça se voit que tu es contre le régime. Mais bon, quoi qu'il en soit, le président Macky Sall, il ne te connaît pas. Donc ta voix, même si tu ne votes pas pour lui, ce n'est pas grave. Ah ouais, ça c'est trop réducteur, ça. Non, mais quelqu'un qui dit ça, c'est qu'il ignore finalement ce qu'est la République. Ouais, je suis d'accord. Parce que moi, le discours que j'ai, c'est que Macky Sall, aujourd'hui, qui est né dans une famille pauvre, s'il a pu devenir président, c'est parce qu'on est dans une république. Ouais, démocratique. Dans une république, Amoul Diop, Amoul Ndiaye, Amoul Massamba, Amoul Mademba. On a un seul dénominateur commun, c'est le Sénégal, c'est le caractère de citoyen. Et c'est tout.
L'égalité des chances et des opportunités. L'égalité des chances. On est dans une république. Sinon, on aurait été dans une autre forme de régime. On n'aurait que des riches qui puissent accéder au pouvoir. Ouais, et demandez aux Iraniens ou bien aux Russes ou aux gens qui vivent dans des régimes communistes, vous allez voir. Vous allez voir qu'on est super chanceux, même si on s'en rend pas compte. On est dans une république. Et c'est ça, la république, c'est l'égalité de tous devant la loi, vis-à-vis des institutions. On a les mêmes chances, les mêmes possibilités. La question s'est posée en France par rapport à l'ENA, parce qu'on avait remarqué qu'il n'y avait que les fils de riches qui parvenaient à passer le concours, et ainsi de suite. La question aussi s'est posée en France dans les quartiers prioritaires, et pour donner la chance à ces populations, on s'est dit, on va identifier les quartiers les plus difficiles, et on va consacrer beaucoup de moyens à ces quartiers-là pour que les populations, les jeunes de ces quartiers-là, puissent aussi rattraper ce gap par rapport aux jeunes, en tout cas aux populations qui vivent dans des quartiers avec une meilleure image, des quartiers UP. Et c'est ça qui a amené la mise en place de ce qu'on appelle la politique de la ville, les quartiers prioritaires, les zones d'éducation prioritaires, les contrats, ce qu'on appelle les CUCS, contrats de cohésion sociale. Mais c'était pour rattraper ce gap-là, parce que c'est tous des citoyens finalement, et qu'il fallait les traiter de la même manière et leur donner les mêmes chances. Ok. Donc, quand vous, dans vos publications, quand vous dites mettre en œuvre des actions de participation citoyenne, ça renvoie à ça en réalité. Mais tout à fait. C'est-à-dire que, oui, oui, alors c'est vrai que dans le cadre de mon travail, c'est ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire qu'on met en place des démarches qui nous permettent de recueillir les avis des citoyens dans le cadre des projets et des politiques publiques. Et ces avis sont étudiés, évalués et considérés, pris en compte finalement dans le processus décisionnel. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut avoir un projet, une idée de projet, mais c'est par ce travail de recueil des avis, de rencontres, de discussions, d'échanges avec les habitants. Parce que, quoi qu'on dise, il y a ce qu'on appelle l'expertise d'usage. C'est-à-dire aujourd'hui, toi, Habib, qui connaît mieux chez toi, en fait? Je suis d'accord. Ouais. C'est-à-dire que tu as l'expertise d'usage de chez toi, de ton appart, de ta maison, de ton quartier, de ta ville. Est-ce que ce sont des politistes ou des politiques ou des techniciens tout simplement qui viendraient te dire, ah ouais, non, mais toi, ta route là, il faudrait qu'on change le sens de circulation. Ah, toi, ta fenêtre, il faudrait la mettre de ce côté-là. Ben non, parce que toi, tu passes tes journées là-bas. Ouais. H24, donc tu maîtrises finalement ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, on a intérêt à venir t'écouter et prendre en compte ce que tu dis. Et finalement, confronter ça par rapport à ce qui est possible et l'orientation politique finalement de la décision, faire en sorte de tout recueillir et puis d'avoir la meilleure décision politique publique, en tout cas à la fin, quoi. Non, mais vous avez raison, mais je vais faire l'avocat du diable, surtout dans notre contexte sénégalais, parce que moi, j'avais un ami aussi, j'ai un ami qui a soutenu un élu local chez lui à Norfois, mais parce que ce que vous dites là, ça se passe aussi chez nous. Vous voyez, d'habitude dans les campagnes, dans les campagnes des politiciens, vous voyez parfois les associations des femmes, des associations des quartiers venir en fait faire leurs sollicitations, des revendications aux élus locaux. Et d'habitude, ces gens-là, déjà, on ne les voit pas quand il n'y a pas d'élection. Ils sont dans leur bureau, ils sont isolés, ils voyagent. Et même pour avoir un rendez-vous avec eux, c'est toute une galère. Mais quand la période des élections est proche, vous les voyez partout en train de faire leurs meetings, de faire leur campagne. Et dans ces moments-là, vous voyez pas mal d'activités, des gens, des associations qui viennent en fait faire leur plaidoyer, leurs revendications. Sauf que ces revendications ne sont pas prises en charge en fin de compte, en fait, que on voit nos citoyens comme plus comme des machines à voter que des gens réels à prendre en charge et surtout à aider, quoi, au sens absolu du terme. Donc, du coup, quand j'entends d'habitude la politique locale, c'est bien de soutenir les élus locaux, mais dans notre contexte, est-ce que soutenir un élu local est la bonne approche? Parce qu'on fait ça d'habitude, mais quand ces élus locaux
partent au pouvoir ou rejoignent le pouvoir, ils changent complètement de camp, de masque et on les voit plus, quoi. C'est comme si le pouvoir rend absolument fou, quoi, comme disait John Emmerich. Donc, parfois, c'est difficile de trouver, en fait, de dire, OK, qu'est-ce que je vais croire? Parce que j'ai déjà soutenu un élu local et ça n'a pas marché. Et là, si déjà chez nous, les élus locaux ne viennent pas nous demander nos avis, c'est le contraire. C'est nous qui allons chez eux pour leur donner des revendications qui ne sont jamais prises en charge. Donc, c'est un peu différent entre la France et le Sénégal, quand même, par contre. Moi là, mon propos, ce n'est pas de dire qu'il faut soutenir les élus locaux. Mon propos, c'est de dire que l'échelle locale est l'échelle par excellence de l'exercice de la démocratie participative. Ok, ok, ok. Parce que nul ne peut maîtriser mieux Super. que toi, ton quartier, ta ville, et ainsi de suite. Donc, l'échelle locale, en fait, les gens, les citoyens devraient s'identifier plus à leurs élus locaux, à l'échelle locale, qu'à l'échelle nationale. Parce qu'à l'échelle nationale, on a quoi? On a des ministres, on a des députés, on a un président qu'on ne voit jamais. Et on ne peut rien faire, en fait, par rapport à eux. Mais à l'échelle locale, au moins, on peut se mobiliser. Surtout que maintenant, le vote est devenu, en fait, on a un suffrage maintenant direct. Ouais. Voilà, on choisit directement lors des élections municipales son maire. Donc, je pense que, en fait, aujourd'hui, on gagnerait à faire comprendre aux populations que lui, c'est votre maire et son rôle, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de lumière dans la ville, c'est lui. Ouais. Si la ville n'est pas propre, c'est lui. Ouais. Si vous voulez accéder à des documents d'état civil à temps et en heure, c'est lui. Si vous voulez, parce qu'il y a des stades municipaux, un stade municipal digne du nom, c'est lui. Et ce qui est ironique, ce qui est marrant, c'est que, par exemple, moi, je suis originaire de Kaolack, hein. Je me rappelle bien, lors des dernières élections locales, j'étais parti à Kaolack. Je voyais que tous les lampadaires étaient allumés parce qu'il y avait il y avait les élections. Mais, en fait, je trouvais, en fait, ironique et à la limite insolent qu'on nous vende ce rêve-là parce qu'il y a des élections. Pourquoi ne pas... Tu sais, ce qui au niveau local se transpose sur l'échelle nationale. Hein. Les hommes politiques qui aspirent à gouverner le Sénégal, à devenir président ou à être député, bon, c'est pareil. Hein. Ils vont sillonner tout le Sénégal, promettre monts et merveilles. À la fin, on ne les voit plus. On les revoit que 5 ans après. Quoi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est très facile à avoir. Imagine, on passe 5 ans de galère et puis à 2 mois des élections, on nous donne de la lumière, un sandwich, un burger, et peut-être quelques billets de 10 000 francs et les gens sont contents, quoi. C'est là qu'on comprend finalement que moi, ça, en fait, je me dis que oui, il y a la pauvreté, il y a tout ce qu'on peut dire, mais c'est tout simplement parce que les gens ne comprennent pas ce qu'est la citoyenneté. C'est quoi être citoyen? Ils ne mesurent pas la force de leur voix électorale, en fait, de l'enveloppe qu'ils vont introduire dans leur. Mais tant qu'on n'est pas conscient de ça, parce que nous, on pense que finalement, non, mais c'est comme disait, je pense, c'est Robert Mugabe, c'est comme remercier le distributeur qui te rend tes sous. Ouais. C'est en fait ça. Mais ça, si on le fait, nous, c'est par méconnaissance, en fait, c'est parce qu'on ne sait pas. Mais est-ce que moi, quand j'ai mis en place mon projet là, de TAMS et député, je me suis entretenu avec une dame qui m'a demandé, j'ai une question, je lui dis oui, il me dit, mais si par exemple le jour du vote, je vote pour X, est-ce que Y, il saura que je n'ai pas voté pour lui? Mais comment il peut le savoir? Parce que derrière, ils prennent tes sous, ton t-shirt, mais ils pensent qu'une fois dans l'isoloir et l'enveloppe, le bulletin qu'ils vont mettre dans l'enveloppe, toi, en tant que leader politique, tu sauras s'il a voté pour toi ou pas. Une dame qui me dit, monsieur, moi, j'aimerais bien participer à votre simulation de vote, mais je me demande, est-ce que si je vote aujourd'hui, je pourrais voter dimanche prochain? Et d'autres personnes qui te diront, ah non, mais mon frère, c'est fini, hein, c'est peine perdue. Hein. Tout ce que tu fais là, c'est bien beau, mais c'est peine perdue. On est condamné à vivre comme ça. Et d'autres personnes qui m'interceptent, qui me disent, oui, mais vous êtes là pour quelle coalition, en fait? Vous soutenez quel candidat, vous soutenez quelle liste?
Ça fait mal au cœur hein, Ouais. quand tu viens sensibiliser la personne, tu penses que tu vas commencer là, mais quand tu commences à lui parler, tu te rends compte que, il faut commencer encore par le plus bas. Ouais. Ouais. Non, ça doit être un travail pénible quand même de faire ça. Parce que vous rencontrez toutes sortes de mentalités, quoi. Tout à fait. Et du coup, on a, par exemple, déroulé des actions également dans des écoles. On a été à Kaolack, hein, je ne me rappelle plus du nom de l'école. Ouais. C'est pas lycée Valdiodio. Non, c'était une école primaire, je ne me rappelle plus du nom. Ok. On a été à Louga, on a été à Fatick, on a été à Thiès, donc on a fait pas mal d'écoles. Et l'objectif, c'était effectivement, on s'est dit, il faudrait aussi commencer par le public jeune, par les plus bas, les plus jeunes, le public voilà, au bas de l'échelle. C'est-à-dire que ces jeunes-là, une fois qu'on leur aura insufflé cette façon de penser, ils pourront peut-être acquérir les prédispositions nécessaires pour devenir finalement des citoyens actifs, des citoyens avisés, qui vont s'approprier de la chose, qui vont s'impliquer, ainsi de suite. Parce qu'effectivement, il y a un type de public qui nous a déjà échappé, qu'on ne peut pas forcément rattraper. Mais si on commence par le bas, je pense qu'on pourra travailler à avoir une population plus éveillée dans les 20 ans, 40 ans, 5 ans à venir. Et pourtant, l'État également gagnerait à encourager ce genre d'initiative. Pourquoi? Parce que finalement, je pense que si on parvient à faire comprendre toutes ces choses-là aux citoyens, on n'aura plus besoin d'un État qui sort pour chaque fois expliquer certaines choses, certaines notions, parce qu'on aura affaire à en tout cas à une population qui sait maintenant, consciente, quoi. Voilà. Il en est de même aussi pour l'opposition. Hein. Et l'exemple que j'aime souvent donner, c'est que, mais je pense qu'aussi l'État, c'est fait à dessein hein, de laisser les choses comme ça, parce que très souvent aussi, ça peut profiter à eux. C'est l'exemple du référendum de 2015, je crois. Alors, légalement, mon frère, on n'a jamais vu de référendum avec plus d'une question. D'accord. Bien sur le cadre légal. Le cadre légal, oui. Le caractère normatif aussi, ouais. Jamais au monde, on a vu un référendum avec plus d'une question. Au pire, je peux comprendre un référendum avec, OK, 16 questions, il n'y a pas de souci, mais permettez aux gens de répondre à oui et à non. Mais on vous soumet un référendum, 16 questions, et on vous dit, soit vous dites oui à tout, soit vous dites non à tout. Retournons à la base. Pathétique. Et c'est ça qui s'est passé au Sénégal en 2015. Il suffirait tout simplement qu'on ait affaire avec une population consciente pour se douter qu'il y avait quelque chose qui se tramait derrière et se dire que dès lors que le cadre légal n'est pas respecté, je vais voter sanction, je vote sanction. Et pourtant, il y avait certains opposants qui ont essayé d'alerter, mais comme les Sénégalais, d'habitude, il est politicien, il est comme tout le monde. C'est ce qui est extraordinaire. Non, mais parce que, d'une part, on avait les partisans du régime qui, eux non plus, ne comprenaient pas forcément tout. Hein. Ah ouais? Ou bien ceux qui comprenaient, mais qui faisaient exprès aussi de laisser les choses se dérouler elles-mêmes. Ils étaient dans le coup, ouais. Voilà. Et de l'autre côté, l'opposition qui, effectivement, au lieu de sensibiliser les gens sur le cadre légal du référendum, était là aussi à accuser l'État, à dire que oui, si vous validez cette proposition, c'est que vous allez valider l'homosexualité au Sénégal. Si vous validez ça, c'est pour faire ça. Ce qui n'était pas vrai du tout. De la politique partisane, quoi. Voilà. Et puis aussi, le gros bémol, c'est que le contexte n'était pas favorable à ce genre de communication, de sensibilisation. C'est-à-dire que quand on fait des temps, en tout cas, ou bien de la communication de sensibilisation, il faut le faire à des moments calmes, où il n'y a pas une saturation d'informations. Par exemple, là, encore, c'est pas très calme, voilà. Pas très calme, ouais. C'est pas du tout calme. Voilà, mais à une période où vraiment il n'y a pas de tension politique, tout est calme et que en fait, les gens sont réceptifs. Il n'y a pas d'enjeu. Quand tu viens leur parler, ils ne vont pas se douter que, oui, c'est pour me préparer à tel ou c'est pour m'influencer. Non, c'est calme, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien. Là, on va parler aux gens, on va les sensibiliser, on va leur donner la bonne information. Et cette bonne information-là,
ils vont l'utiliser 6 mois après, 2 ans après, 10 ans après, quand l'occasion se présentera, ils se diront, ah, moi, j'avais rencontré l'ONG Focus, il m'avait appris ça. Et aujourd'hui, je me retrouve devant ces situations. Donc, je pense que, voilà, à eux finalement de porter à ce moment-là leur boubou, leur chemise de citoyen et de faire un choix. Parce que quoi qu'il en soit, on peut bien donner la bonne information là, mais le dernier mot revient au citoyen, quoi. Et c'est là qu'on reconnaît qu'on revient encore dans ce cadre, la République. Mm, mm. Voilà. Non, mais je suis d'accord. En même temps, vous avez raison. Moi, j'ai appris avec le temps que il est plus facile de manipuler la masse que de manipuler individuellement. Et c'est dommage, mais vous voyez ça sur tous les niveaux, que l'être humain a cette propension à croire à des théories complotistes et juste à se laisser emporter par les vagues, pas par les vagues du monde en quelque sorte. Mais c'est dommage qu'on se laisse facilement, en fait, avoir, qu'on se laisse facilement dérobé par certaines situations, alors qu'en réalité, il suffit juste du sens commun. Mais j'ai l'impression que le sens commun n'est plus commun, en fait. Qu'on est tellement perdu, on se perd tellement dans des débats futiles, Sonko, Adji Sarr, dans des trucs. Bon, c'est vrai que c'est pas futile, parce que aussi ça, chaque personne a droit à une présomption d'innocence. Mais je veux dire, il y a des débats plus intéressants que de dire je suis de tel parti, il est de tel parti, et on ne sera jamais d'accord sur n'importe quel point, quoi. Je pense que notre chère vie ne devrait pas se résumer uniquement sur un ou deux points. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, si par exemple je reviens aux raisons qui nous ont poussé à créer Focus, c'est ça, c'est qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, les partis politiques, c'est compliqué. Quand on s'engage dans un parti politique, c'est comme si on faisait allégeance au leader. Ouais. C'est lui qui décide. Et puis même au sein de ces partis, la démocratie interne, elle est discutable. Les décisions ne se prennent pas de façon collégiale, et ainsi de suite. Donc, c'est compliqué. Et la société civile, pour moi, aujourd'hui, devrait jouer ce rôle-là. Parce qu'en fait, elle a une posture équidistante, finalement, vis-à-vis de la population, de l'opposition et du régime en place. Mais de quelle société civile parle-t-on? Ouais. Est-ce cette société civile qui va répondre à un dialogue pour légitimer un troisième mandat éventuellement, ou cette société civile qui va participer au dialogue pour aussi tout simplement accompagner le régime dans leur processus de, je ne sais pas, comment dire ça, de réintégration de candidats qui jusqu'ici étaient écartés au vu de la loi, ou tout simplement c'est cette société civile qui va participer à éliminer un adversaire ou des adversaires politiques, ou tout simplement c'est société civile objective qui, quel que soit l'enjeu, adoptera une posture objective de neutralité. D'impartialité. Mais aujourd'hui au Sénégal, on parle de société civile, mais moi, ce qui me désole, c'est que toutes les organisations de la société civile, soit ont tendance à rejoindre le gouvernement, en fait, on est dans la société civile 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis après, on a un poste de directeur, où on devient ministre, où on occupe une agence. Et après, on oublie nos prérogatives. Voilà. La société civile, on va participer à toutes les discussions, à tous les dialogues, mais on n'intervient à la télé que quand il y a là des questions sur la Constitution. Mais et la population dans tout ça? En fait, le travail aujourd'hui devrait se faire auprès des populations, en fait. Parce que les populations reçoivent deux discours. Un discours, en fait, tous les deux discours qu'ils reçoivent, c'est des discours de gens qui sont encartés, soit dans l'opposition, soit dans le gouvernement. Mais qui, finalement, pour leur donner la bonne information? En même temps, c'est des propos discordants, quoi. C'est des propos vraiment Et ça ne donne pas envie de discordants. Ouais. Ça ne donne pas envie de prendre part à l'action publique, de se dire, non, honnêtement, moi, je te le dis, hein, de toi à moi, Habib, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien militer dans un parti politique. Si je ne le fais pas aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas confiance aux partis politiques. Pareil. Du secteur de la politique au Sénégal, c'est difficile. À un moment donné, tu es obligé de défendre des causes auxquelles tu ne crois pas forcément. Parce que tout simplement, tu es rattaché à un parti politique.
et tu dois dire oui à tout ce que décide le parti finalement, ou bien à tout ce que décide le leader, le président du parti. Et j'aurais vraiment du mal à rentrer dans ce carcan de suiveur si c'est cela l'engagement Pareil, politique. pareil, quoi. Franchement, moi, je vois certains politiciens comme des esclaves, quoi. Et franchement, je pense pas que certaines personnes sont faites pour être uniquement des suivants. Moi, ça me dérange pas d'être un suivant, mais au moins, essayons d'avoir une vision commune, des objectifs spécifiques et qu'on travaille pour les atteindre, quoi. Pas juste du charabia, quoi. Pas juste du charabia ou faire apparaître ou faire semblant. Ça, je tolérerai pas. Je pense que s'il y a une chose que j'ai vraiment, c'est de perdre mon temps. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont payées au Sénégal pour perdre leur temps, surtout dans la fonction publique. Moi, j'ai eu à travailler dans la fonction publique, mais je peux vous garantir que le mot efficacité et efficience ne font pas partie de leur vocabulaire. Là, en fait, on touche un sujet. C'est quoi? C'est la notion de service public. Ouais, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agents, en tout cas, beaucoup d'agents de la fonction publique au Sénégal, ne comprennent pas c'est quoi le service public. C'est pas un service, c'est pas un privilège. pour eux, le service public, c'est alléluia, quoi. Kale ñu bokk. Non, mais en fait, ils considèrent que quand par exemple, aujourd'hui, tu vas dans une mairie, dans un centre d'état civil pour ton extrait de naissance, l'accueil qui t'est réservé, déjà, laisse à désirer. Ouais, Alors que, en tant qu'agent public, tu es là, en vrai, pour les citoyens, pour un service, tu es là pour rendre ce service-là. Et de façon obligatoire, finalement. Ce n'est pas un privilège qu'on donne, ce n'est pas un avantage. Ce n'est pas du yalwan, ce n'est pas du dimboliment de faire un extrait de naissance. Non, c'est un droit. Mais tout ça, encore une fois, revient à ce que je t'ai dit. ouais. Tant que les populations ne comprennent pas ça, Euh, euh, les choses ne vont jamais changer. Mais par contre, sur ce point-là, franchement, les gens essayent de déposer des plaintes, de monter des associations pour lutter contre le mauvais service public, mais ça change pas. Ça change quoi? Ça change rien du tout. Rien du Qui est sanctionné? Personne. Comme Tu es d'hab. sanctionné aujourd'hui, demain, tu es promu. À moins que vous soyez un opposant politique. Mais si vous êtes un partisan du parti au pouvoir, vous avez la carte blanche. Là, on retouche encore du doigt, finalement, l'image que renvoie finalement la politique politicienne, qui vient détériorer le fonctionnement de l'administration et de la fonction publique. Et pourtant, c'est deux choses différentes. Je donne un exemple, hein, tout simple. Aujourd'hui, moi, je suis rattaché au cabinet du président de Grand Chambéry. C'est un politique, hein, parce qu'il est maire d'une commune. Ouais. Tous ces vice-présidents, en tout cas pour la plupart aussi, ce sont des maires des communes qui font partie de l'agglomération de Grand Chambéry. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas de couleur politique. Et pourtant, je suis au cabinet du président. Ouais. Alors, mes validations, c'est lui en tant que politique qui me les fait. Mhm. Et de l'autre côté, j'ai mon vice-président à la participation citoyenne également qui me fait des validations. Mais il parvient à travailler tranquillement, sans problème. Et pourtant, ils ne sont pas du même bord politique. Hein. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que les agents publics devraient refuser que la politique politicienne l'emporte sur le caractère du service public pour lequel ils sont là, en fait, finalement. Si tu veux t'engager à la politique, par contre, là, effectivement, tu peux te désengager de tes missions de service public et aller faire de la politique. Et je pense que c'est une bonne transition pour parler un petit peu de ce que vous faites avec Cap Conseil, parce que l'une de vos stratégies dans ce cabinet-là, c'est de mettre en place des stratégies RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Au Sénégal, vous savez bien, vous savez plus que moi que chez nous, quand on parle de RSE, c'est souvent des entreprises qui mettent en place peut-être des terrains d'entraînement ou bien qui donnent des dons de fournitures scolaires. Pour eux, la responsabilité sociétale des entreprises se limite à faire de petits dons ou bien à se montrer
à développer son image de marque. Mais on sait tous les deux qu'au sens absolu du terme, c'est plus grand que ça. C'est pas juste une manière de redorer le blason de son entreprise, Tout à fait. mais c'est une manière aussi d'être utile à la société, de participer au développement communautaire et surtout de rendre à la société un pourcentage de ce que vous avez pu obtenir grâce au sacrifice et grâce aussi à la générosité de cette communauté. Parce qu'on sait tous que personne ne réussit individuellement. Une entreprise, c'est un ensemble d'individus qui travaillent pour un objectif commun. Et ces individus, d'habitude, font partie de la communauté. Mais quand vous faites ces genres d'activités de RSE, quel est votre ressenti de la situation actuelle au Sénégal et quelle est la meilleure manière de faire la SE, indépendamment de ce que les gens veulent nous faire croire? Je vous fais un résumé vite fait de ce que nous proposons au sein de Cap Conseil. En fait, nous proposons des études et tout ce qui est conseil dans la conduite et l'évaluation des politiques publiques. Une politique publique, c'est un projet. Donc, un projet que vous portez un agent public, une administration publique, un État, un ministère, ainsi de suite. Ou ça peut être aussi une ONG, association, ainsi de suite. Mais politique publique qui profite à l'intérêt général. Comment finalement définir une politique publique? Parce qu'une politique publique, normalement, devrait venir répondre à des questions, devrait résoudre des problèmes. On ne met pas en place une politique publique pour créer d'autres problèmes. Ouais, je suis d'accord. Voilà, donc comprenons les choses comme ça. Conduite et évaluation, donc mise en œuvre de la politique et puis à la fin l'évaluer. Au Sénégal, on n'a pas cette culture d'évaluer une politique. De se dire que, OK, le PSE, aujourd'hui, on a injecté 1000 milliards, par exemple. Essayons maintenant d'évaluer l'impact de ces 1000 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Au départ, on voulait faire comme ça. Est-ce qu'on est toujours là? On fait ça ou on fait ça? Finalement, ça va plus vers la gauche ou vers la droite? Aussi simple que ça. Ouais. Efficience, efficacité. Est-ce qu'on a atteint les résultats qu'on s'était affichés au départ? Donc, mais ça reste une problématique. Hein, voilà. De l'autre côté, on propose tout ce qui est démarche de concertation, de dialogue. Comme je viens de le dire, hein, par rapport à ce que... Je te donne un exemple. Hein, là, tout ce que je vais dire là par rapport à Cap Conseil, ça va être basé sur des exemples. Combien de fois on a vu, par exemple, les commerçants du marché de Sandaga évacuer, déguerpir de leur marché? Et chaque fois... Il revient. C'est difficile. Chaque fois qu'on doit déguerpir les commerçants, c'est compliqué. Mais pourquoi, à ton avis? Parce que tout simplement, on n'a pas pris le temps de leur expliquer pourquoi on fait ça. Parce que derrière aussi, ces commerçants se disent, ah non, ils veulent juste nous prendre notre place et ils vont redonner la place à d'autres personnes, et ainsi de suite. Mais je pense que si, par exemple, je prends l'exemple de la commune de Dakar, si elle voulait déguerpir les commerçants du marché de Sandaga, parce qu'il y avait une occupation anarchique qu'ils ont laissé traîner depuis des années, c'est difficile hein, de revenir à la situation normale. Mais il n'y a pas de souci, il faut définir une stratégie. La stratégie, c'est quoi? Si je vous déguerpis, en fait, je vous évacue, je vous installe où? Ouais. Et comment ça va se passer? Est-ce qu'on va le faire d'un seul coup, one shot, ou bien ça va être progressif? Un exemple, c'est quoi? C'est que moi, à la place, dans ce que nous proposons en termes de dialogue de concertation, c'est qu'une fois que tu as ton projet validé, tout ça, écrit, il faut les voir, leur dire qu'écoutez, nous, aujourd'hui, à la ville de Dakar, on a ce projet-là. C'est de récupérer cette place que vous occupez anarchiquement. Donc, qu'ils comprennent que c'est déjà de l'anarchie. Mais on a toléré, il n'y a pas de souci. Ouais. Maintenant, il faut vous évacuer. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas impacter votre business. On a prévu de construire un autre marché. Le marché, il n'est pas encore construit, mais on va le construire avec vous. On va évaluer vos besoins. Aujourd'hui, vous avez une cantine de 12 mètres carrés. Est-ce que vous voulez garder une cantine de 12 mètres carrés dans le prochain marché, dans le futur marché? Ou bien est-ce que vous voulez une cantine de 30 mètres carrés parce que vos activités se sont bien développées? C'est un exemple. Hein? Oui, poser les bonnes questions logiques, quoi. Ça, c'est logique, ouais. Aujourd'hui, puisque c'est vous qui vivez dans le marché presque tous les jours, qu'est-ce qui ne va pas? Comme ça, nous allons tenir en compte ces éléments-là et faire en sorte que vous n'ayez plus ces mêmes problèmes dans le futur marché. Et ainsi de suite. Et là, on construit le projet avec eux.
Et surtout, c'est ton projet. Et ça, vous avez bien dit, vous avez bien fait de le dire que c'est ton projet. Parce que d'habitude, je pense que la majeure partie de certaines décisions sont prises pour répondre à une situation spécifique, immédiate, quoi, mais pas en projet. D'habitude, on répond à une problématique. Du genre, on transfère un problème d'un point à un autre. Mais on... Exactement. À gérer ce même problème tous les 5 ans, mais il faut un projet clair avec des objectifs clairs. On travaille avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes, et puis on avance. Ils aiment bien, par contre, utiliser les termes que j'utilise. Hein. Ils le disent. Hein. Oui, on travaille en concertation avec les parties prenantes, mais ils font rien du tout. Surtout à Dakar, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils disent la même chose, mais ça ne change pas. À chaque fois, ils reviennent. Ça revient. Et là, tu mets en place ces stratégies. En fait, les commerçants, ils vont avoir l'impression que ce sont eux-mêmes qui ont fait le projet. Et quand arrivera le moment de leur dire, OK, bon, maintenant c'est bon, le marché de l'autre côté, il est ouvert, bah, je pense qu'ils ne vont pas dire non, on ne va pas y aller, hein, puisqu'ils ont été impliqués depuis le début, qu'ils ont accompagné le projet, ils l'ont co-construit avec la ville. Donc, c'est ce service-là également que nous aimerions proposer. Ça peut être aux collectivités, voilà. Mais encore, cette démarche de dialogue, de concertation, de co-construction des projets, parce que ça garantit finalement une efficacité de l'action. On ne revient pas là-dessus tous les 5 ans. Et puis, on est sûr que c'est un projet qui va aboutir et qu'il n'y aura pas de refus ou bien d'opposition par rapport aux usagers, parce que finalement, c'est eux les premiers bénéficiaires de ce projet. Ça, c'est le deuxième aspect. Le deuxième service au CEDCAP Conseil. On propose également tout ce qui est communication publique, politique, ainsi de suite. Il y a un exemple que j'aimerais bien donner. Je pense qu'il y a 2 ans, il y a le secrétaire exécutif de l'ONG Jamra. Comme je t'ai dit, hein, toutes les missions là de focus, de Cap Conseil, je vais te les expliquer avec un exemple concret. OK. Malik Gueye de Jamra, je crois, une fois, je pense il y a 2 ans, il y avait une information comme quoi sa fille avait disparu. OK. Et 3 jours après, on entend le responsable de la communication de la police à la télé qui dit « Oui, nous l'avons retrouvée dans une auberge. Ah ouais. » Et là, je me dis, finalement, est-ce que l'individu, il parle à son nom ou bien il parle en tant qu'agent public? Parce que moi, de ce discours, j'ai compris qu'il parlait à son nom et qu'il avait une dent contre Jamra. OK. Et qu'il voulait profiter de cette situation pour jeter l'anathème sur Malik Gueye et sa famille. Mais en tant qu'agent public, l'information n'était pas de dire qu'il a été retrouvé dans une auberge, mais l'information était tout simplement de dire Il a été retrouvé, un point. C'est tout. Ouais. Et pour vraiment préserver l'image de la petite et de sa famille, on n'avait pas besoin de dire qu'elle a été retrouvée dans une auberge ou dans telle autre condition. Manque du professionnalisme, disons ça. Mais ça, c'est de la communication publique. C'est-à-dire qu'un agent public qui communique, c'est différent. Moi, aujourd'hui, Abdallah, en tant que chargé de concertation à l'aglo, je ne communique pas de la même façon qu'Abdallah en tant que président de Focus ou Abdallah en tant que citoyen lambda qui s'intéresse à Chambéry, à ce qui se fait dans sa ville. C'est pas pareil, quoi. Donc, cette distinction entre communication publique, finalement, en tant qu'agent public. Après, on peut aller plus loin dans la communication politique. Hein. Et communication publique et communication politique ne veut pas non plus dire manipulation, quoi. Après, effectivement, il y a des outils pour faire adhérer les gens, pour les mobiliser, faire en sorte qu'ils adhèrent au projet. Mais ça, c'est de la communication. Mais ce n'est pas du mensonge. Hein. Voilà. Donc ça, c'est également un service que nous proposons. Et de l'autre côté, nous proposons également de l'accompagnement à la recherche de financement dans le cadre de la coopération décentralisée pour les collectivités. Je n'ai pas besoin d'expliquer, de détailler là-dessus. C'est-à-dire que nous allons trouver des financements pour les collectivités sénégalaises dans le cadre de la coopération décentralisée avec d'autres communes à l'étranger. Voilà. Et enfin, la stratégie RSE. Là aussi, je vais répondre à ta question. Oui, pour revenir à nos moutons. Ouais. Par un exemple.
Ok. L'exemple, c'est, comment il s'appelle? Babacar Ngom. Ouais, de Sedima. De Sedima. Mhm. Elle est, il y avait un problème, il y avait des soucis c'est de Ndengler, je crois. Oui, oui, les titres fonciers, je pense, des histoires Voilà, en de fait, terrain, là. une certaine, en tout cas des surfaces foncières à Ndengler. Il voulait créer une entreprise agroalimentaire, voilà, ainsi de suite. Mhm. Là aussi, c'est un exemple en fait, d'accompagnement en termes de RSE qu'on pourrait aborder. C'est quoi ce qu'on propose, par exemple, en termes de RSE? Je prends cet exemple parce que l'exemple est pertinent. Ce projet aurait pu voir le jour et aurait pu être un succès, aussi bien pour Babacar Ngom, l'investisseur, pour les populations de Tingler et pour toute la population du Sénégal finalement. Mais c'est très simple. Moi, j'ai ce type de projet. On m'a octroyé ces terres. Je ne vais pas déployer un seul outil sur le terrain sans préalablement échanger, discuter avec les populations locales. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, faire une consultation publique. Mais tout à fait, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis un promoteur privé, mais moi, j'ai besoin que la population locale adhère à mon projet. Ben, je viens, avec l'aide de la commune, on organise une réunion publique. Ouais. Et à travers cette réunion publique, je vous présente mon projet. Parce que ça va éviter que des rumeurs se créent autour du projet. Certains diront, ah oui, non, il va faire ceci, il va faire cela. Ça va rester que des rumeurs. Mais pour anticiper sur ça, on organise une réunion publique en collaboration avec les notables qui pourraient notamment s'opposer au projet, en collaboration avec les associations. Et lors de cette réunion, je vous présente mon projet. Mon projet est que je veux ouvrir à Nengler une entreprise agroalimentaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à ce moment-là, je profite de l'occasion pour écouter vous, vos préoccupations, c'est quoi, vos besoins, c'est quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire au profit de la population de Nengler à travers ce projet-là. Et je reviens à il y a ce qu'on appelait à l'époque en France les zones franches urbaines. C'est-à-dire que c'était des zones prioritaires pour créer une certaine attractivité économique et permettre aux populations locales de trouver du travail. On permettait à des entreprises de venir s'installer. Mais derrière, il fallait recruter 30% du personnel à partir de la population locale. Ouais. Mais ça, aujourd'hui, c'est une forme de RSE. Ouais, c'est une forme de RSA. Mais même avec les personnes en situation de handicap, par exemple, chaque entreprise aussi a un pourcentage, oui, un pourcentage de recrutement pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, pour moi, dans le cadre de ce projet de Babacar Ngom, il fallait tout simplement organiser une réunion publique et faire non seulement au-delà de la présentation du projet, faire des propositions de leur dire que, écoutez, je sais que vous travaillez principalement dans l'agriculture, moi j'aurais besoin de la main-d'œuvre. Donc, je vais pouvoir recruter tant de personnes dans chaque famille. Donc, ils vont travailler là, mais ces gens-là qui vont quitter les terres ou partiellement, en tout cas, qui vont pouvoir travailler dans cette entreprise-là, je pense que c'est tout bénéfice pour eux déjà. C'est déjà un très bon point fort. Ils diront derrière que oui, nous, aujourd'hui, ici, on a des problèmes d'accès à l'électricité, à l'eau potable, à la santé, par exemple. OK, il n'y a pas de souci. On essaiera de voir comment mettre en place un hôpital, ainsi de suite, pour permettre à la population locale de pouvoir se soigner. Par contre, j'aurais besoin de l'État pour m'envoyer des médecins, des infirmiers qui vont, voilà, des choses comme ça. Mais pour que tout simplement, l'installation de l'entreprise à Nengler puisse profiter aussi bien à l'investisseur, mais aussi aux populations locales. Et je pense qu'avec cette démarche, il y a moins de risques d'avoir des réticences. Mais si on reste derrière, et puis on commence à envoyer des machines qui vont commencer à creuser, à construire des murs, mais les gens se posent des questions. Et ils vont avoir l'impression d'être violés dans leur intimité. Et ainsi de suite. Donc voilà, ça aussi, je pense, c'est un exemple de démarche RSE qu'on pourrait proposer aux entreprises et puis même par rapport aux services publics également. Oui, je pense qu'on est un peu tenu par le temps parce qu'on peut se parler toute la nuit, ça c'est sûr. Mais en tout cas, franchement, Sophie, en honneur, j'ai juste deux questions de clôture.
et de conclusion, mais en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais vous parler, c'était ça, parce que je ne sais pas si vous avez regardé le film Oppenheimer, le nouveau film du scientifique Oppenheimer qui a découvert l'énergie quantique là, avec aussi les différentes découvertes d'Einstein. Mais c'est un film assez intéressant. Et au fin, il y avait un message où Oppenheimer parlait avec Albert Einstein. Et Einstein lui disait, vous avez découvert une nouvelle manière de faire la science qui va révolutionner le monde. Vous l'avez fait de manière intentionnelle, mais vous allez voir que les politiciens vont détourner votre objectif. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont utilisé l'énergie quantique et la physique quantique pour créer la bombe nucléaire et le reste, c'est l'histoire, quoi. Ouais, le reste c'est l'histoire, quoi. Mais en fait, c'est fascinant de voir que la politique, un art aussi noble qui a été créé pour gérer la cité, est complètement dénué et transformé par certains pour servir leur propre intérêt. De la même manière que la RSE une action sociale et sociétale noble qui a été créée pour impliquer tout le monde a été transformée pour des coups de campagne et de promotion. Et en fait, c'est fou aussi de voir les réglementations, les normes qui ont été créées pour harmoniser les pratiques qui se font utiliser, manipuler de gauche à droite. Parfois, vous vous dites, mais en fait, l'être humain est-ce qu'on n'est pas foncièrement mauvais, quoi? Donc, je savais qu'en parlant avec vous, on peut, au milieu de ces charabia-là, on peut avoir un moment de raisonnement logique et on peut retrouver en fait le bout du tunnel. Et je pense que peut-être en ayant ces genres de conversations avec des personnes logiques et surtout objectives comme vous, peut-être on réussira à faire à transformer les choses et surtout à conscientiser les jeunes parce que au plus fond de mon cœur, c'est ça mon objectif. Je ne vais pas faire de la politique politicienne, je ne vais pas être politique, mais en parlant, en discutant de ces sujets, peut-être on arrivera un petit peu à faire déplacer la pierre un petit peu vers la salutation finale. Tout à fait. Non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin, c'est-à-dire que même dans cet ouvrage, L'audace de s'engager, on en a parlé avec Bokar Fofana. En fait, s'engager, l'engagement n'est pas que politique. Ou bien l'engagement politique ne se fait pas que dans un parti politique. On peut s'engager politiquement sans pour autant adhérer à un parti politique. Ça peut être, voilà, comme je viens de le dire, dans la bonne société civile, dans les associations qui existent aujourd'hui, même si au Sénégal, on a tendance à dévaloriser les associations, mais je peux garantir que les associations aujourd'hui en France ont certains pouvoirs de décision, que ce soit au niveau local ou au niveau national. On a des associations, bah, il y a des salariés dans ces associations-là. Ils vont chercher des financements un peu partout. Ils ont des salariés qui travaillent pour plaider une cause, ainsi de suite. Moi, j'aimerais voir aujourd'hui au Sénégal des associations comme ça, qui vont avoir un certain pouvoir de décision, qui vont pouvoir employer des gens également, qui vont pouvoir défendre des causes, qui vont pouvoir parler d'une seule voix. C'est du lobbying. Le lobbying, ce n'est pas négatif. Ouais. Le lobbying, ce n'est pas forcément péjoratif. Hein. Nous, on a tendance à considérer tout de suite que le lobbying, c'est négatif. Non, ce n'est pas forcément péjoratif. Le lobbying, c'est défendre une cause. La cause, elle peut être noble ou pas noble. Et même noble ou pas noble, ça peut aussi être subjectif. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est ça mon discours, c'est de dire aux gens, en fait, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas endormir par ces leaders politiques qui, par moment, se considèrent comme étant plus intelligents ou plus ambitieux ou plus amoureux du Sénégal. Non, on est tous amoureux du Sénégal. Ils sont plutôt amoureux d'eux-mêmes. Parce que très souvent, les actes qu'ils posent au quotidien, c'est pour bénéficier personnellement des retombées. Tout de suite, un leader politique qui sort de nulle part, qui s'engage 6 mois après, on commence à le voir, le mec, il est en 4x4, en costard, machin, et il commence à regarder les gens de haut, et ainsi de suite. On se connaît, hein, les Sénégalais, on sait comment ça se passe, quoi. Voilà. Donc, ne nous laissons pas endormir par ces gens-là. Prenons le temps de discuter avec nos proches, surtout ceux qui en ont le plus besoin, qui n'ont pas eu la chance d'avoir été à l'école et qui ne comprennent pas forcément, qui ont tendance à suivre la masse, qui défendent des causes qu'ils ne maîtrisent pas, mais en adaptant également notre discours parce que
quand le discours est violent ou partisan, on aura du mal à se faire écouter et comprendre. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, tout Sénégalais, qu'on soit au Sénégal ou ailleurs, nous sommes des ambassadeurs de notre continent. Je ne dis pas du Sénégal, mais de notre continent. Je suis d'accord. Voilà. Donc, ce sont mes derniers propos. Ouais. Je ne sais pas si derrière, vous avez d'autres questions. Mais... Non, c'était ça. Juste pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez rapidement dire comment les gens pourront vous contacter? Et moi, personnellement, je mettrai tous les différents liens dans les show notes, que ce soit les livres, Focus et autres. Mais un petit peu, si vous avez des projets aussi à partager ou des trucs sur lesquels vous travaillez que vous aimeriez... Avec Focus, on travaille sur un projet pareil de sensibilisation des populations sur l'espace public parce que nous, on a compris que finalement qu'il faut être au contact des populations, discuter, échanger. Et c'est de là que jaillissent les idées et qu'on parvient à se comprendre. Donc, ce même concept de TAMS et députés, on a déposé une demande de financement au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie. Et si tout se passe bien, si on parvient à obtenir les sous, on mettra en place ce projet au Sénégal en décembre, donc avant les élections présidentielles, avant même le début de la campagne électorale. Espérons que tout se passera bien d'ici là. Si vous voulez suivre nos actions Focus, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, ONG Focus. Voilà, vous retrouverez le lien, la page. Pareil sur LinkedIn également, on a la page de l'ONG Focus. Sinon, tout simplement, si vous voulez me contacter, Abdallah Faye sur LinkedIn ou sur Facebook. Abdallah avec un seul L, par contre, c'est pas donc A-B-D-A-L-A-H Faye, pour ceux qui souhaiteraient rentrer en contact avec moi. Au plaisir d'échanger, de discuter sur des sujets comme ça. Je pense que nous avons à peu près tous les mêmes objectifs pour notre cher pays. Il faudrait juste qu'on arrive à trouver le bon niveau de compréhension, le bon rythme d'avancement et se comprendre sur les objectifs et pouvoir finalement avancer ensemble. Ouais, super. Merci beaucoup, Abdoulaye. C'est fait un plaisir. C'est moi qui te remercie, Habib. Je ne vais pas finir sans te remercier. Merci à toi également pour l'intérêt et tous mes encouragements. Je pense que ce genre d'initiative également est à saluer. Juste une petite remarque, ce serait bien qu'on puisse également faire ce genre d'échange en Wolof. Oui. Pour éviter que ça nous écarte également d'un certain public qui pourrait aussi avoir besoin de ces informations-là. Donc, le concept Wolof à repenser. Non, je suis d'accord parce que, en fait, même moi, au début, je voulais faire ça en Wolof, le podcast. Mais vu qu'il y avait Sen Mindset, il y avait déjà certaines personnes qui le faisaient en Wolof. En même temps, je me suis dit, bon, mon objectif de départ, c'était de mettre en lumière la compétence locale, quoi, et de dire que, bon, la langue est un outil de communication. Moi, j'ai fait un parcours en Égypte, en France, je parle anglais, arabe et français, et Wolof aussi. Et j'ai rencontré pas mal de Sénégalais qui travaillent dans des multinationales partout dans le monde. Je voulais vraiment donner des références locales aux gens du pays, mais aussi aux gens du continent africain. C'est pour ça qu'à la dernière minute, j'ai décidé de le faire en français. Mais je peux vous garantir au plus fond de mon cœur que je travaille sur un nouveau podcast qui sera uniquement en Wolof. Et j'espère que j'aurai le temps, j'espère que j'aurai, autant pour moi, que j'aurai le temps de la compiler et de partager ça avec mon public. Mais oui, je suis d'accord. Après, je conseille aux gens qui parlent uniquement que du Wolof par exemple, de regarder les vidéos de Mr. Mo Mindset. Il aborde beaucoup de sujets en Wolof, ou bien de Sen Mindset. Il y en a un pagaille en tout cas. Et ça me conforte de voir les gens aussi qui sont dans le domaine du podcasting, de création de contenu aussi, qu'on peut tous avoir en fait notre pierre à l'édifice, que ce soit en Wolof, en français, en anglais. L'essentiel, c'est que nous tous, nous arrivions à inspirer, à donner la plateforme aux autres et surtout à s'entraîner tout ce qu'il faut. Très bien. Encore mes encouragements et mes remerciements. Merci beaucoup, grand. Merci. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.